Ok, bonjour Pamela. Bonjour. Bonjour Thierry. Merci, bonjour. Pamela, déjà, je voudrais te souhaiter la bienvenue Merci. une fois de plus à Bayreuth. Et je te dis merci pour le merveilleux film Saloum que tu nous as fait regarder et qui traite de la problématique des enfants soldats en Afrique. C'est un film qui brise tous les codes, sur tous les plans, sur le plan esthétique, sur le plan technique et même au niveau de la thématique. Donc la première question que je vais te poser, sans transition, c'est qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce film qui sort vraiment de l'ordinaire, de ce qu'on a toujours eu l'habitude de voir, des films dramatiques? Qu'est-ce qui t'a poussé à explorer le fantastique, explorer des films d'action, explorer le thriller? Je pense que c'est vraiment la rencontre avec, avec le réalisateur, celui qui a écrit aussi le scénario du film, Jean-Luc Hermelot, mon partenaire, sur Saloum, parce qu'il venait déjà du film de genre. Et moi, je cherchais, j'aime tous les films déjà, je suis un peu passionnée de cinéma. Je suis passionnée de cinéma à la base et j'avais envie vraiment de raconter des histoires africaines d'une autre façon. Donc je pense que c'est vraiment rencontré en fait dessus sur vouloir raconter des histoires, faire des films africains, mais en rêvant aussi du cinéma qui nous plaisait, c'est-à-dire ce qu'on regarde. C'est d'être avec d'un peu d'Hollywood dedans et effectivement quelque chose de pas dramatique, peut-être quelque chose qui est pas misérabiliste. Donc c'était aussi ça l'ambition, de créer des héros africains. Fantastique. En tout cas, ça a été très bien fait. J'avoue que jusqu'ici, je ne me suis pas encore remise de mes émotions. Alors, Saloum, c'est un espace. Oui. C'est une région, ouais. C'est une région. Et c'est quoi ton lien avec cette région? C'est un fort lien. Le Saloum, c'est au sud de Dakar, hein, c'est au sud de la Gambie. Et ma maman y est 6 mois par an à peu près, sur une île là-bas. Donc elle partage son temps entre la France et là-bas. Et mon père m'a fait découvrir le Saloum en face de ses meilleurs amis, ceux avec qui il a fait ses études, etc., en face de la maison de Senghor. L'histoire a un peu commencé comme ça, c'est-à-dire que ma rencontre avec le Sénégal qui s'est fait sur le tard, parce que j'ai grandi en France. Je suis allée au Sénégal la première fois à 17 ans. Je suis tombée amoureuse du Sénégal depuis, et j'y suis du coup depuis 20 ans. Mais la première fois que j'y suis allée, les premières fois que j'y suis allée, la première chose que mon père m'a fait découvrir, c'est du coup une de nos régions d'origine, le Saloum. Donc en fait, c'était un peu un hommage aussi aux îles du Saloum, qui sont très connues. Dès qu'on arrive à Dakar, par exemple, on entend tout de suite parler des îles du Saloum. Tout le monde veut y aller, mais personne n'y va en fait. C'est assez récent. C'est-à-dire il y a beaucoup plus de tourisme aujourd'hui, de gens qui font visiter. Je pense à, par exemple, il y a les aventuriers du Saloum qui font beaucoup des jeunes et des moins jeunes, des jeunes, peut-être que je ne sais pas si c'est des trentenaires, quarantenaires, mais en tout cas des gens qui ont des initiatives même localement et qui marchent très très bien. Et il y a eu aussi un peu de nouveauté avec le Covid, c'est-à-dire ça a obligé beaucoup de Dakarois à rester dans le pays pour voyager. Je pense que ça a aussi fait un push. Je ne dis pas que ça n'avait pas commencé avant, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le Saloum, c'est beaucoup plus connu que quand je venais au Sénégal avant. Avant, c'était beaucoup plus sauvage. Ça allait quand même toujours. Hein. Je veux dire, on va aussi là-bas pour se reconnecter avec la nature, quoi qu'il en soit. Il y a beaucoup d'écologes. Voilà, c'est plutôt dans cet état d'esprit-là que des gros hôtels de tourisme large. Ok. Alors, tu as produit le film, Jean-Luc l'a réalisé, vous l'avez écrit ensemble. Et comment tu as réussi à le convaincre de faire un film? Je ne l'ai pas convaincu du tout. Comment ça s'est passé? Lui, il a écrit, en l'occurrence, c'est lui qui a écrit le scénario. Mais lui, on s'était rencontrés parce qu'il venait de sortir son premier film, Dealer, à Paris. Moi, j'étais tout de suite amoureuse de son style. Très cool, nouveau, osé aussi. Genre un peu je trouvais qu'il y avait quelque chose de très...
qui nous emmenait tout de suite super loin. Sur Dealer, j'ai pas respiré presque pendant 1h30. Et du coup, on s'est retrouvés un peu par hasard au Sénégal, puisque lui venait de tourner une série avec Canal+ Afrique, Saro et Manga. Et du coup, ben, c'est venu au bon moment, on va dire. Lui venait de terminer, il était en train de terminer cette série. Moi, j'avais cette envie de produire un premier long, ce qui aurait été du coup ma première prod. Et c'est venu comme ça, et j'étais vraiment dans le salon quand je me suis dit, bon, allons-y, on a commencé à échanger. C'est devenu concret très vite, puisqu'on a tourné 4 mois après. C'est ça. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus aussi maintenant, c'est le côté collaboration, déjà, première chose. Et aussi la place de la productrice que tu es dans un film comme celui-ci, c'est-à-dire que enfin, il y a comme il est difficile un peu à situer la démarcation qu'il y a entre le producteur et le réalisateur, puisqu'en réalité, on a comme l'impression que vous faites corps, en fait, pour faire ce film. C'est-à-dire que lui, Jean-Luc, qui apporte son expérience de cinéaste déjà, qui a aussi l'expérience hollywoodienne, etc., et toi qui es productrice, donc qui doit ramener de l'argent, etc., mais qui est aussi symboliquement dans ce film, parce qu'il y a aussi cette région qu'il faut mettre en avant. Ça donne aussi envie de se poser des questions sur le cinéma africain en général, etc. C'est quoi le cinéma africain? C'est quoi un producteur, une productrice de cinéma africain, etc. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose brièvement sur ça? On va dire que moi, je me fais mon propre ma propre fiche de poste, quand même, parce que je ne sais pas si c'est le rôle de chaque de mes confrères, consoeurs, producteurs et productrices en Afrique. Pour moi, j'y suis venue de façon, on va dire, spontanée et en passant par la communication, donc pas par un circuit traditionnel de financement de cinéma. Donc, je l'ai appris sur le tard. J'ai même eu un peu cette espèce de départ de me dire, en fait, je suis déjà directrice de production, je revenais du Gabon, de Côte d'Ivoire, tout ça. Donc, je sais fabriquer, on va dire. Donc, ça va aller, je connais la région, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et je me suis retrouvée comme ça après, en tant que productrice, à vraiment comprendre tout ce qui se passait après le tournage. Et ça a été la longue aventure. Donc oui, je pense que ce film-là, de toute façon, ça reste un gros métissage. Parce que même toutes les personnes en fait, qui ont travaillé sur le film ont ramené vraiment beaucoup d'eux-mêmes. Moi, je le vois du coup un peu comme un genre de gros patchwork. Je vois le chef d'orchestre créatif, clairement, c'est Jean-Luc. Et je vois ce côté... maison sénégalaise, on va dire, etc., que je vois aussi. Et je vois, moi, à l'intérieur de ça, en tant que productrice, mon engagement vers la liberté créatrice africaine, clairement. Je pense que c'était une manifestation de ça. Pour moi, c'est ça qui me motive le plus. Ok. La production du film Saloum a coûté $1 million. Et comment est-ce que tu as fait pour réunir cet argent-là en 4 mois, quand on sait que le financement, c'est vraiment le ventre mou des cinémas d'Afrique? Quelles sont les stratégies que tu as mobilisées pour Je ne sais pas si c'est une stratégie scalable. C'est pas parti déjà avec cet argent-là. Ça a commencé vraiment avec l'argent de la publicité, de vidéos institutionnelles. Donc, un peu comme on dit, déshabiller Pierre pour habiller Jacques, faut dire la réaliser. Honnêtement, au début, je n'ai pas fait du tout de demande de subvention parce qu'on était tellement dans l'élan, de toute façon, d'aller tourner. Et vu les sommes engagées, on a profité de l'impulsivité et de la motivation du moment pour aller tourner. Mais voilà, la première partie, on va dire un quart déjà du film était là. Il y avait un gros défi de toute façon de faire tenir au niveau du budget le tournage, ce qui n'a pas été simple. Clairement, le fait de tourner comme ça dans une même région et d'être sur un lieu unique autour du camp en général, on s'est dit c'est ça qui va simplifier les choses, mais malgré tout, le fait que les conditions soient difficiles, ça fait quand même dépenser beaucoup d'eau, beaucoup de choses à ramener de l'extérieur, beaucoup de transport, beaucoup de moments où on s'ensable, le manque d'internet, etc. Il y a beaucoup de compensations en fait dans la difficulté d'organisation dans un tournage qui est en dehors de la ville déjà. Donc ça coûte quand même relativement cher. Mais je pense qu'une des parties vraiment
qui a été déterminante pour le film. C'était la sélection en fait au Festival international de Toronto, au TIFF, qui a fait que derrière, un producteur avec qui on travaillait déjà sur un second long métrage s'est engagé sur toute la partie post-production, qui est une grosse partie financièrement du film, avec les effets spéciaux, comme vous avez pu voir. Du coup, ça correspond à quand même la grosse dépense du film, finalement, a été dans le finir. Aussi. C'est assez intéressant parce que là, tu parles un peu du rôle que peuvent jouer, du rôle significatif que jouent les festivals pour le cinéma minoré, si on peut dire ça comme ça, comme ce cinéma-là qui n'a pas forcément un marché préétabli. Est-ce que tu peux nous dire un peu le contexte dans lequel le film est invité à TIFF? Oui, c'était on avait une collaboration avec Sean Drummond, qui est le producteur de Five Fingers for Marseille, et qui a fait toute la partie du second montage de Saloum, donc du coup, qui ont repris beaucoup de narratifs, qui ont beaucoup travaillé, aussi même à l'esthétique des monstres. Donc on a fait un gros travail sur 5-6 mois, je pense, avec l'Afrique du Sud. C'était très... plus qu'intéressant. Je pense que ça a donné aussi une autre dimension encore au film. Et sur cette base-là, Peter Kloninski, je ne sais plus si je prononce bien son nom, qui était le sélecteur de la section Midnight Madness au festival, a sélectionné le film sur la base de ce montage-là. Ce qui est assez extraordinaire, puisque les effets spéciaux n'étaient pas encore faits. Ah, c'est vrai? Ouais, donc ça veut dire que c'était vraiment des acteurs sénégalais déguisés en monstres qui couraient partout en basket dans le sable. Donc ils sont quand même vraiment mais ils nous ont fait confiance. Et ensuite Alexis Perrin, qui est donc le coproducteur à Paris, qui s'est occupé vraiment de tout ce qui était la post-prod et plus encore après, sur toute la distribution, etc., qui a fait beaucoup de travail, surtout en Europe. Il a travaillé sur 2 mois à rendre le film présentable au festival. Et voilà, à partir de là. Mais je pense, oui, le rôle des festivals, c'est vraiment déterminant. Après, je pense que nous, on était quand même dans un post-Covid, avec un marché complètement déstructuré, où personne ne savait trop. Bon, je ne sais pas si aujourd'hui, on en sait finalement beaucoup plus avec tout ce qui est en train de se passer, mais il y avait un côté moins dynamique. Peut-être que 3-4 ans avant. Et là, dans ce que je lis, il y a un peu une reprise comme ça avec Sundance de l'engouement. Et puis du coup, surtout de l'énergie des distributeurs à se déplacer, parce que le digital a fait en sorte que finalement, on peut tous envoyer des liens. Donc il y a moins ce côté physique de la rencontre entre les producteurs et les distributeurs. Et donc c'est aussi un gros défi. Parlant même de la digitalisation, quelle est selon toi l'opportunité qu'elle représente pour les cinéastes africains? Pour moi, c'est une grande opportunité pour nous, clairement. Déjà, c'est toute la technologie en règle générale et la digitalisation fait qu'aujourd'hui, un cinéaste africain peut aller tourner et mettre sur Internet quelque chose qui va peut-être être connu et ramener Enfin, il y a on le voit de toute façon localement. Avec les séries locales, etc. Bon, il n'y a personne qui attend. Il n'y a plus besoin d'attendre un go quelque part pour aller tourner. On tourne et puis on publie. On tourne et on publie. Donc, et puis après, avec les revenus des marques, voilà, il y a tous des systèmes en fait, qui se mettent en place. Et à mon avis, ce n'est pas les derniers. Ça va se concrétiser. Se consolider. Il y a les plateformes aussi qui sont en train d'arriver, donc qui changent le mode de consommation. De toute façon, avec les multi-écrans, la fin de la télé, le renouveau de la télé, où on en est. En tout cas, ça fait, pour nous qui sommes producteurs de contenu, c'est d'autant plus d'espace et de possibilités de création. Et je pense qu'on n'en est pas encore à la saturation au niveau de l'Afrique. Je pense qu'on a encore de la marge avant d'être saturé. Je pense qu'ils sont à 500 shows télé américains par an. En 2022, 2021, pareil. Donc, ils sont quand même dans ça. Et on est très, très loin encore de pouvoir produire dans ce niveau-là, que ce soit au niveau des studios et tout. Même en mettant l'Afrique du Sud, on a quand même on a un marché, je pense, sur l'Afrique de 5 millions à peu près d'emplois dans le secteur. Et avec une promesse énorme sur les 10 prochaines années, même démographiquement. Donc, prometteur.
Quand tu parles de tes partenaires, de ton équipe et même de ce qu'on a vu à l'écran, c'est à 80% des hommes. Oui. Comment toi, une femme au Sénégal, dans un contexte patriarcal, tu as réussi à t'imposer, à diriger toute cette grosse équipe, à diriger tous ces techniciens hommes? Comment est-ce que tu as fait? Et à dealer même avec tous ces partenaires-là. Oui. Bah, étrangement, moi j'étais avant directrice de production sur des tournages. C'était vraiment, c'est vrai que c'était des équipes majorité masculine, mais ça n'a jamais été si difficile sur le terrain. Pas sur cette partie-là parce que bon, c'est le travail qui prend le pas. Peut-être après je suis dans l'ignorance, dans le déni. Mais sur le terrain, j'ai trouvé ça moins compliqué que finalement dans les affaires, parfois. Où là, oui, c'était un peu différent. Il y avait la place était un peu plus compliquée quand il faut négocier parfois. Ce genre de choses-là. Mais après, sur les tournages, il y a tellement une hiérarchie très claire et chacun un peu a sa partition à jouer. Donc forcément, oui, il y a des choses. Mais après, au Sénégal, on est quand même... Il y a beaucoup de femmes qui travaillent, beaucoup de femmes entrepreneurs. Moi, j'ai toujours eu des femmes en régie, des femmes assistantes caméra. Alors que quand je regarde des fois des trucs sur des documentaires ou des making-of et tout ça sur l'étranger, je vois des femmes qui ont eu du mal à être assistantes caméra. Parce qu'on leur disait, le matériel, c'est pas pour les femmes, etc. Alors que nous, étrangement, on n'a pas eu ce... Un peu comme en politique d'ailleurs, il y a beaucoup de femmes en Afrique. Tout à fait. Donc, oui, ça m'a quand même sensibilisée au fait qu'il y avait un manque cruel de femmes dans l'industrie. Et surtout que ça marchait très bien quand elles sont intégrées et que ça reste un secteur prometteur. Moi, j'ai vu ça vraiment comme une opportunité économique de développement, en sachant que les femmes forcément portent beaucoup sur l'avenir en fait, du continent, sur l'avenir, sur l'éducation des enfants, etc. etc. Donc du coup, il y a une part à jouer dans égaliser au maximum le secteur. Puis même quand on voit un peu à l'étranger comment ça s'est passé, toutes les constructions de studios, etc., etc., on se dit finalement, eux, ils sont en train de le faire maintenant. Nous, on est à la base de quelque chose. Peut-être qu'on peut tout de suite, que ça soit au niveau environnemental ou que ça soit au niveau d'éthique de travail, essayer de cadrer au maximum ces choses-là pour éviter les glissements qu'on voit comme aux États-Unis quand ils se disaient il y a 30 ans, 40 ans, ou en France pareil. Il y avait tout ça qui se passait. Je ne dis pas que ça ne se passe pas ou que ça ne s'est pas passé en Afrique, mais nous, on a la chance d'être toujours un peu à l'orée de quelque chose qui va arriver et nous attraper comme une vague. Donc, c'est peut-être le moment de participer, en tout cas, à poser des bases. Je crois que c'est peut-être la raison pour laquelle tu as créé AWA, African Women Action. Est-ce que tu peux un peu nous parler de cette association? Alors, Awa, c'est le personnage d'Awa dans le film. Donc, c'est clairement un clin d'œil à Evelyne Illy, qui est d'ailleurs très engagée, qui avait fait le film Résolution avec Bruno Henry, qui était aussi dans le film Résolution. Et c'est une association en fait, qui participe tout simplement à faire des programmes d'initiation et de formation pour les femmes. Pour qu'elles intègrent l'industrie du film, en sachant que l'objectif, c'est vraiment d'être porteur d'opportunités en fait, sur le secteur, et d'avoir du développement, au niveau du développement économique, toujours dans ce truc d'égalité. D'ailleurs, Awa Production, qui est la jumelle en termes de prod de l'initiative, produit des films qui sont écrits et ou réalisés par les femmes, mais qui ne sont pas forcément des histoires que de femmes. C'est plutôt l'opportunité économique et d'emploi que je vise. Ouais. D'accord. Alors, Pamela, on parlait de AWA, African Women Action, et tu parlais des projets après avoir expliqué ce que c'était. Oui. Donc, oui, on a comme ça des programmes. Le premier programme, c'était en 2021. 2022 aussi, c'est les résidences d'écriture. Donc, ça a été beaucoup initié vers les films de genre. Donc, ça a été des groupes de jeunes femmes qui ont fait des formation autour de l'écriture du scénario, mais aussi de la découverte. C'est beaucoup de l'initiation. Finalement, c'est en étant sur le terrain, on se rend compte qu'il y a peu de personnes dès l'école qui sont initiées en fait, au cinéma. Les salles sont en train de revenir. Il y a, je crois, 6% d'augmentation
de salles sur ces 2 dernières années. Et du coup, l'accompagnement, en fait, on va dire, de l'association, c'est vraiment de donner plus de vocation, on va dire. On essaye d'attraper des jeunes femmes qui pourraient avoir une carrière prometteuse. Là, on a 5 millions d'emplois, comme je le disais tout à l'heure, mais ça pourrait être 20 millions bientôt. Donc, on a vraiment des opportunités réelles de développement sur un secteur. Et donc, l'association fait aussi des ciné-clubs pour amener des jeunes femmes de quartiers défavorisés au cinéma, leur faire découvrir tout type de films. C'est pas seulement, heureusement, un type de film, mais vraiment qu'elles puissent découvrir tout type de films. Et voilà, et Awa Productions développe avec elles aussi, et sans elles aussi, c'est-à-dire avec des gens de la diaspora et des femmes en Afrique, des scénarios qui sont vraiment de tout type, de tout genre, et qui ne sont pas seulement portés sur les femmes, mais sur toutes les histoires qui peuvent se passer, sur toutes les histoires africaines dont on parle. Donc c'est vraiment important, c'était vraiment important pour moi en tant que productrice de ramener en fait les femmes autour de la table, mais d'avoir toujours cette table autour du développement de l'Afrique en général et de nos histoires, sans en faire un secteur à part en fait. Toujours sur le pan de tout ce qui est voilà, un peu militant dans votre travail, je voudrais qu'on revienne peut-être sur l'aspect, on revienne dans le saloum et l'aspect environnemental qui est aussi très présent dans le film, peut-être par des petits passages, mais qu'on ressent effectivement profondément en regardant le film. C'est vrai que les spectateurs, ils sont souvent, quand j'ai eu la chance d'être là, d'assister aux audiences, il y a beaucoup de personnes qui nous parlent de l'effet carte postale du film en disant voilà, il y a un vrai côté carte postale où on voit les paysages comme ça, etc. Mais c'est vrai qu'il y a un envers du décor connu partout sur la planète, mais qu'on voit aussi dans le saloum, c'est vraiment la pollution, tout ce qui est sur la pêche excessive, etc., qui prive des emplois les personnes. Donc il y a comme ça des dédicaces, que ça soit, je ne veux pas spoiler le film, mais ça parle un peu ici et là en fait, de ces choses-là. Et je pense que oui, ça fait partie des axes vraiment militants du film, c'est la sauvegarde de l'écosystème, parce que c'est un écosystème tellement énorme, vaste. C'est un écosystème incroyable. Franchement, quand on le voit à chaque fois, quand j'allais là-bas, c'est ce qui a motivé aussi beaucoup la région. Mais à chaque fois que j'y allais, je suis toujours, jusque maintenant, quand j'y vais, je suis touchée par la magie de l'endroit. Et encore, on a vraiment envie de préserver ça. Et si le cinéma peut contribuer aussi à passer ce genre de message. Donc, j'aimerais qu'on revienne quand même sur le côté de la définition de ce que c'est qu'un film africain. Parce que quand on regarde aussi la réception de ce film, on voit bien qu'il y a une certaine dynamique qui sort complètement des carcans qu'on connaît du film africain, qui doit... donc, comme je disais, Marie a parlé du cinéma calebasse, ou alors de ce cinéma, disons même anthropologique. Tu parlais aussi de... la sexualisation même dans certains films, etc. Et aussi ce regard misérabiliste qu'on veut voir de l'Afrique, absolument. Même si cette Afrique jeune, dynamique, foisonnante, voilà, et là, on veut toujours faire coller au cinéma africain un certain stéréotype. Donc, du coup, quelle est pour toi justement la définition du cinéma ou alors d'un film africain? Pour moi, un film africain, c'est vraiment un film comme tous les autres. C'est ce qu'on disait, en gros, c'est nos discussions, mais c'est de dire, à la base, ça reste des créateurs passionnés de cinéma qui ont envie de raconter une histoire dans un genre qui leur appartient ou qui est emprunté ou enfin voilà, on peut créer peut-être un nouveau genre. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a cette espèce, de cloisonnement qui, à mon sens, pour moi, c'est l'œil de production dessus, mais vient aussi beaucoup du financement. C'est-à-dire à partir du moment où il y a un financement qui est beaucoup de l'extérieur, du coup, on se retrouve aussi avec des histoires qui parlent beaucoup de l'extérieur sur l'intérieur. Donc, c'est pas que je suis d'accord, mais c'est plutôt que j'essaie de trouver d'autres voies. Parce que je me dis, c'est quelque chose que je vois comme
insoluble à partir du moment où on n'a pas, nous, une économie forte, à partir du moment où nous, on n'a pas des guichets. Pour avoir cette liberté de création qu'on a eue sur Saloum et tout, il a fallu avoir une liberté financière. Parce que si derrière on est financé par quelqu'un ou par un organisme qui a une certaine politique et qui a sa ligne, forcément ça ne peut pas fonctionner. Donc le fait d'avoir plus de guichets, moi je pense que ça va vraiment permettre aux créateurs africains de beaucoup nous surprendre. Parce que ceux que je vois dans la musique, sur la scène musicale, encore plus que vraiment sur la scène musicale, c'est complètement incroyable. On voit des clips qui sont complètement fous partout en Afrique, dans des régions des fois super reculées, super bien filmées, avec des directions artistiques de fou. Pour moi, quand je regarde là où on en est, c'est ça. Je me dis, c'est parce qu'il y a le commercial, entre guillemets, le business, qui a rencontré la créativité. Et je trouve que c'est plus fidèle finalement à peut-être ce qu'on a comme terrain fertile, créatif de la jeunesse africaine, que finalement le cinéma, parce que le cinéma ça coûte trop cher, parce que les guichets, tout ce qui est de financement et distribution sont encore pour beaucoup de pays en construction, encore dans beaucoup de challenges, et ça ne va faire que changer. Et je pense qu'on va avoir beaucoup de surprises et qu'on n'a pas autant besoin de se battre que ça. On a besoin de garder la position et d'avancer. Mais je pense que la bataille, elle est déjà un peu perdue d'avance si c'est de dire « regardez-moi sous un autre angle ». Cet angle-là, il faut l'amener. C'est ça. Parce que sinon, on passe c'est un peu tourner en rond, en fait, dans le même cercle. Je pense que il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action, il faut ramener d'autres histoires, d'autres narratifs, d'autres genres, d'autres esthétiques, comme tu disais, etc. Et c'est déjà là. C'est-à-dire que toutes ces personnes, elles sont déjà là. Il n'y a pas d'exception. Je n'ai pas du tout l'impression d'être... qu'on soit, même si on l'a fait de cette façon-là. Mais même quand on était au festival au TIFF, il y avait des gens qui venaient d'Inde, de plein de pays, y compris même aux États-Unis, qui avaient filmé dans le jardin de quelqu'un, etc. Et tout. Et on est complètement à notre place dans le cinéma indépendant. On a même, nous, des fois, un espèce de regard de film indépendant, tout ça qui galère sur le financement, ce qui n'est pas faux. Mais par rapport mondialement, le film indépendant est un film difficile à financer. C'est vrai. Avec beaucoup de gens qui usent de beaucoup de moyens disruptifs pour créer des films et pour être en festival. C'est là ce que tu disais tout à l'heure sur l'importance des réseaux de festivals. Je suis complètement d'accord. Je pense que nous, on a quand même cette opportunité des fois d'avoir des festivals, on va dire, africains, ou d'avoir des portes ouvertes sur les festivals étrangers, parce qu'on n'est pas beaucoup, parce qu'il y a des fois des œuvres... que les gens n'ont pas l'habitude de voir, qui suscitent un peu plus de curiosité. Donc, on a un peu d'ouverture sur un champ, sur ça, qu'on n'a pas encore forcément sur la distribution, même si elle arrive, avec les PATBC Afrique, etc., qui nous ont distribué même sur le continent. Mais il y a comme ça tout ce qui est en train d'arriver, et il y a aussi ce qui est déjà là, et Internet, et ceci, et cela. Donc, moi, je suis plutôt... je pense on devrait vraiment mettre notre énergie à montrer ces choses-là, plutôt qu'à essayer de les défendre sur des choses qui sont anciennes et qui, de toute façon, on ne gagnera pas ce combat. On est bien d'accord. Je pense que c'est déjà... c'est mettre notre énergie dans quelque chose qui ne va pas... qui ne va pas nous apporter grand-chose. Ok, tout à l'heure, tu as parlé de la distribution et je voudrais revenir sur la distribution de Saloum. Tu as choisi, en tant que productrice, de sortir d'abord le film en Afrique avant de le sortir en Europe. C'était pour du business ou bien c'était juste pour vouloir ramer à contre-courant? Je pense que le film, il a ramé tout seul à contre-courant. Franchement, j'avais sur toute déjà... la ligne. Hein. Sur toute la ligne. J'avais pas un super plan de distribution dans la tête. J'ai aussi essayé d'apprendre. Hein. J'apprenais de toute façon en même temps que j'étais en train de faire. Donc, il y a eu toute cette ce réseau de festivals, hein, il y a eu presque 45-50 festivals internationaux, dont des gros festivals. Hein, il y a eu le TIFF, mais il y a eu aussi le Sitgest, le Beyond Fest, le Fantastic Fest, l'étrange festival, le Gérardmer, le Red Sea Festival aussi, la première fois en Arabie Saoudite. Donc il a eu quand même tout ce trajet-là qui a fait qu'il a voyagé. Et que les premiers, les plus réactifs dessus, ça a d'abord été les États-Unis, mine de rien, avec IFC Shudder, pour Canada et les US. Ça s'est fait vite, mais après, il y a eu toujours cette discussion en parallèle avec PATBC
pour la distribution africaine. Mais c'est vrai que bon, comme le film est aussi un ovni, la question de la distribution, elle était à plein de niveaux. On ne va pas dire que c'était comme s'il y avait un choix et que j'avais appuyé sur des boutons avec une intelligence extraordinaire. Je pense que ça s'est bien goupillé. Il y a eu aussi un peu de... Voilà, le talent du film, son histoire, la presse, les festivals, il y a eu beaucoup de choses qui se sont bien mis. Et après, oui, il a fallu faire des choix. Ça, c'est clair qu'il y a eu des choix assez... pour moi, il y avait des choses qui étaient très importantes, que la première se fasse à Dakar. J'ai jamais eu de problème de toute façon à le défendre, ça a toujours été clair pour tout le monde. Donc la première qu'elle se fasse à Dakar, qu'il y a eu une sortie cinéma aussi en Afrique. On a eu beaucoup de chance, parce qu'il n'y a pas autant de films que ça qui n'ont pas eu cet accompagnement de distribution au départ, de l'avoir à la fin. C'est assez compliqué. C'est là que je me suis rendu compte aussi que les films, comment ils étaient montés, surtout dans l'espace francophone, en général, le distributeur, il est là au début. On arrive rarement avec un produit fini, sans avoir tous les documents, etc. qui vont avec. Il y avait aussi des documents qu'il fallait presque construire, parce qu'il y avait cette vente directe vers les États-Unis, etc. Donc, il y avait vraiment plein de défis à plein de moments qui font qu'il n'y avait pas une espèce de vision macro, mais il y avait des volontés fortes. Il y avait la volonté d'inviter, même aussi les gens du Saloum qui sont venus pour la première, qui soient là. Il y avait la volonté de faire du making sur place, de dire merci. Il y avait beaucoup finalement de volonté presque humaine, et qui, après, une fois qu'on prend du recul, on voit la direction presque militante des choses, mais franchement, humainement parlant, par exemple, quand c'est après le tournage et qu'il y a Noël et que les enfants et qu'on fait ça, en fait, c'est juste humain. Sur le coup, c'est pas une stratégie. C'est pas planifié. C'est pas planifié, mais finalement, on se rend compte que ça va avec un peu tout le reste, parce que c'est un plan, en fait. C'est pas planifié, mais ça reste un plan, parce qu'il y a quand même une vision, et que cette vision-là, elle doit être cohérente jusqu'au bout. Donc, c'est pas un plan, on va dire, quadrillé, mais mine de rien, il y a toujours cette espèce de boussole sur le fait que ça soit un film africain, le fait qu'il soit fait de cette façon, qu'il faut le respecter de cette façon, qui fait qu'il va s'aligner sur son plan de distribution avec comment il a été fait au départ. Mais après, quand même, après cette spontanéité, il y a quand même des expériences que tu as faites. Naturellement, c'est ta première production de film cinématographique. Tu as certainement un plan. Oui. Et d'autres qui viennent derrière. Oui, bien sûr. Oui, mais un plan qui se monte comme ça aussi au fur et à mesure, parce que ça reste un marché en développement. Donc, comme tout ce qu'on fait sur le continent. La production aussi, c'est tout un art. Alors. Je pense, oui. Je pense. Et puis, je pense, on est en train de faire ce qu'on se disait avec une amie qui est productrice aussi, mais plutôt du côté du développement. Il n'y a pas longtemps, on se disait, en fait, nous, on a tout le temps l'obligation, en fait, d'avoir un écosystème. C'est-à-dire là où peut-être il y a des marchés qui sont matures, il y a tout l'écosystème qui est autour. Donc si tu veux produire, tu fais que produire, si tu fais que ça, que ça. Alors que nous, on est un peu obligés de travailler tous main dans la main. On a beaucoup travaillé avec les distributeurs main dans la main sur les supports, etc. etc. On a moins d'argent sur des choses, et puis sur des choses, ça va. Et puis voilà, donc on est obligé d'avoir une vision vraiment très... De se débrouiller, et de travailler avec beaucoup d'intelligence, on va dire. On est obligé de beaucoup réfléchir, peut-être là où des fois il y avait des chemins qui étaient déjà tracés à d'autres endroits, tu vois. Et nous, on doit beaucoup se poser la question sur ce qu'on est en train de faire, où on va, est-ce que c'est cohérent, avec qui, et puis continuer à avancer. Mais oui, bien sûr, la stratégie de toute façon, c'est de développer toujours 10 et d'aller sur les projets, d'apprendre au fur et à mesure et d'éliminer des pistes et d'en valoriser certaines. Donc, c'est une espèce de stratégie de défilage. Donc, c'est pas y aller que à l'instinct, c'est de l'instinct entrepreneurial. Et c'est aussi quand même de faire beaucoup de study case, quoi, au fur et à mesure. On étudie, même ce film-là, ça reste aussi un study case. On parlait de la distribution du film, et tu avais déjà évoqué certaines personnes qui l'avaient déjà pris, et tu étais sur le point de donner d'autres preneurs. Oui, le film, on a une bonne distribution. Donc, El Driver, c'est l'agent de vente internationale qui nous représente, donc qui est à Paris. Et on a eu donc la distribution américaine, c'est IFC Shudder, depuis septembre
Donc c'est sur la plateforme, voilà. Ça a été bien accueilli, ça a été l'un des meilleurs films d'Halloween. Sur la plateforme, etc. Donc, il faudrait regarder, on n'a pas encore les chiffres de ça, mais en tout cas, ça a été bien accueilli. Je crois que c'est un de leurs seuls films africains aussi, donc c'est assez intéressant, c'est une vraie plateforme de genre. Donc voilà. Donc ensuite, sur l'Afrique, comme je disais, il y a PATBC Afrique, qui est une société de distribution qui l'a mis en salle sur 17 pays. Donc pas que dans les salles Pathé, dans les salles Canal Olympia, Majestic, Ousmane Sembène quand c'est au Sénégal, sur des salles locales. Il y a Amazon qui va commencer la distribution sur l'Afrique, donc sur toute l'Afrique, sur toute la zone SSA. Et en France, c'est GR Event qui a donc commencé depuis le 25 janvier 2023. La distribution dans les salles françaises, il y a eu 70 salles, ce qui est pas mal. En tout cas, nous, c'était... on ne pensait pas qu'il allait sortir en France, en salle, donc, ou peut-être en événement. Donc c'était, comme on dit, parce que le circuit de distribution en général, il se fait depuis le départ. Donc on l'avait pas, on n'était pas pessimiste, mais disons que sans l'avoir lock depuis le départ, on ne pensait pas forcément qu'il allait venir. Mais on est très contents. Et les feedbacks, les retours, qu'est-ce que vous avez comme impression que les gens vous transmettent après avoir regardé le film? Globalement, en Afrique, c'est des super retours. On a beaucoup de jeunes. Moi, j'ai beaucoup de jeunes qui m'envoient des messages. Je pense que Jean-Luc, c'est pareil, qui lui disent on a envie de faire des films où j'ai un scénario, j'ai ceci, cela. Donc, ce qui montre bien l'engouement et la passion qu'il y a derrière tout ça et toute l'énergie qui est encore allée puiser, développer ou donner. On est d'accord. Voilà. Et donc, ça, c'est super. Donc voilà, c'était cet accueil-là. Après, on a eu aussi quelques personnes qui disaient que ce n'est pas un film traditionnel africain, donc qui était un peu perturbé par l'angle, par le côté très genre, par le fait qu'il n'y ait pas de gros points de vue justement sur quelque chose, je ne sais pas, de très politique, etc. Comme tu disais, il y a des enfants soldats dans le film, il y a aussi des monstres, il y a aussi l'environnement, il y a aussi, voilà. Donc, je pense qu'on a parlé de beaucoup de choses, mais sans forcément rentrer dans certains débats, parce qu'on ne voulait pas justement que le film devienne un débat. Exact. On peut parler du film qui soulève des questions, ça je trouve ça super, mais après de ne pas avoir une communication sur le film qui soit... Je pense qu'on s'était dit ça avec Jean-Luc dès le départ, c'était que ça soit un film qui parle de lui-même. Donc le film, il a plein d'histoires derrière, je pense que sincèrement je pourrais rester 8 heures ici à raconter toutes les histoires derrière le film, mais il peut aussi parler de lui-même. On n'a pas forcément besoin de l'introduire pendant une demi-heure pour que quelqu'un... le découvre. Voilà, donc je trouve que c'était ça qui était aussi intéressant, de ne pas se justifier avant de faire un film en fait. Exact. Tu peux nous parler un peu de tes projets après Saloum. Qu'est-ce qu'on doit attendre? Il y a un projet en post-production donc, qui est avec le même réalisateur, Jean-Luc Herbulot, qui a été filmé à Dakar cette fois, dans les rues de Dakar, qui s'appelle Zéro, produit par Youss Miller, américain, qui a été aussi le producteur, exécutif producteur, comme on dit, qui a investi dans le film, dans la post-prod de Saloum. Donc des partenaires, en gros. Des partenaires aussi fous qui savent prendre aussi des risques, parce que c'est quand même tout ça, c'est une histoire de se lancer, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc on s'est retrouvés au milieu de cette pandémie, donc du coup à filmer en plusieurs fois, avec tous les problèmes que toutes les prods avaient. Donc franchement, je me plains même pas, parce que je pense qu'on a quand même été beaucoup épargnés. Mais oui, on a tourné ce film-là qui va sortir, je pense, cette année, là, qui est en post-prod. Donc ça y est, c'est sur les derniers mètres du deuxième. Et puis après, tous ces films qui sont en écriture via Awa Productions, donc pour faire monter un peu d'autres histoires. Des talents en herbe. Des talents, exactement. C'est exactement là où... je pense que moi, mon rôle, il est assez clair. Chercher des nouvelles voies financièrement parlant, businessment parlant, et la découverte des talents locaux. Et de la diaspora, bien sûr. Nous, on va continuer à suivre ça. Merci.
bon courage. On espère que le film sortira dans cette année pour qu'on puisse se retrouver. C'est ça, je reviendrai à Beyrouth. J'ai appris à le dire, pas n'importe comment. Ça va, je l'ai bien dit cette fois-ci. Oui. Ouais. Peut-être un peu aussi tes impressions du festival. Oui. Comment tu le trouves? Déjà, j'ai trouvé ça très intéressant, surtout sur toutes les questions qu'on m'a posées. J'ai fait, j'ai quelques festivals, pas forcément tous, puisque je suis basée à Dakar, mais j'ai trouvé que les questions étaient très pertinentes. Je me suis dit, on sent qu'on est dans une ville universitaire. Ça nous challenge. On parle pas qu'en surface des films. Et j'ai vraiment aimé. Je trouve que les gens, dans tout l'ensemble en fait, de leurs commentaires, je parle du coup de ce que ça m'a apporté à moi, mais m'ont beaucoup appris sur la réception du film, sur où on en est. Ça donne aussi un autre point de vue que juste... cette espèce de rapport des fois Sénégal-France où on fait que les deux. Le fait de venir en Allemagne, de voir encore autre chose et en étant en Europe, c'est très intéressant. En tout cas, c'est un super festival. Bravo à tous ceux qui l'organisent. Merci encore à Ute Fedler qui m'a invité. Vraiment. Ouais, je suis très contente encore de continuer à découvrir les autres films. Nous, on trépigne de voir les autres films qui arrivent et tout. Ouais. Donc, voilà, merci encore. Merci Marie. Merci beaucoup et bonne journée. Merci Thierry. Merci beaucoup. Au revoir.